Elle aime sa famille, elle aime l'automne, l'hiver, le froid, le chocolat. Elle aime rencontrer, discuter, analyser. Elle aime se baigner dans l'eau de mer. Elle aime bricoler, créer. Elle aime ses amis. Elle aime lire au coin du feu. Elle aime aussi le hockey sur gazon. Bonjour Alice. Bonjour Thérèse. Alors Alice, on s'est rencontrés il y a quelques années, mais on ne s'est jamais vu en vrai, comme on dit, en présentiel. Et tu profites d'un petit passage à Paris pour me faire un petit coucou. Et on s'est dit, mais on va enregistrer un podcast ensemble. Mais oui, voilà. Parce que Alice, toi, tu es thérapeute systémique. Voilà. En 2 mots, comment tu définirais? On va après l'approfondir. Ça veut dire Ça veut dire que j'accompagne des personnes seules, en couple ou en famille. Donc c'est un accompagnement thérapeutique qui prend l'individu en lien avec son environnement et les interactions autour de lui en fait. Mais c'est pas ce que tous les thérapeutes font? Quelle est la spécificité de l'approche systémique? Une des spécificités, c'est qu'on voit beaucoup les symptômes qu'apporte la personne comme ayant une fonction au sein du système de la personne ou du système du couple ou du système de la famille. Une fonction quelquefois de protection ou une fonction qu'on va chercher. Tu pourrais nous donner un petit exemple pour concrétiser tout ça? Oui, par exemple dans le couple, si dans un couple l'un des deux rencontre je sais pas, une addiction aux écrans, il y en a un des deux qui a une infidélité. On ne va pas travailler sur l'infidélité en tant que telle, mais on va essayer de réfléchir dans quel contexte elle est arrivée et qu'est-ce qu'elle a eu comme fonction pour la personne et pour le couple. C'est-à-dire... Parce que ça peut être un peu surprenant d'entendre que l'infidélité puisse avoir une fonction pour le couple. Oui, alors on peut se dire que si ça ne va plus, la personne s'en va, le couple se sépare et qu'après chacun refait sa vie s'il a envie. Et là, le fait de rester mais d'être infidèle, ça peut aussi avoir une fonction de garder le couple ensemble et que l'un des deux puisse se sentir vivant ou trouver quelque chose à l'extérieur du couple qu'il ne trouvait pas dans le couple, mais tout en essayant de préserver son couple en fait. Donc on sort d'une perspective gentil-méchant, coupable-victime, la personne a un problème, il faut qu'elle aille se soigner. Voilà, on le voit comme quelque chose, on voit vraiment le symptôme, donc l'infidélité, une addiction... voilà, comme ayant une fonction au sein du système. On le voit aussi comme ayant une fonction au sein du système de la personne, donc du système intérieur. Donc pour lui ou pour elle, c'est en général... il peut y avoir plein de raisons de cette infidélité. Mais on voit aussi la fonction au sein du système et comment dans les interactions ou le fonctionnement de ce couple, il y a eu des choses qui n'ont pas été possibles de parler, de dire, qui dysfonctionnaient. Et en général, on regarde dans quel contexte c'est arrivé, qu'est-ce qui se passait avant, même bien sûr sans banaliser l'infidélité. Hein. Je ne veux pas dire que c'est de la faute de l'autre, surtout pas. Mais on regarde dans quel contexte c'est arrivé, plus que l'infidélité elle-même. Donc là, tu parles par exemple d'une situation de couple, mais donc je suis maman, j'ai un de mes enfants qui va pas bien, qui en ce moment, je sais pas, en décrochage scolaire, il se replie sur lui-même. Ouais. Là, je viens de te voir et il se passe quoi? Oui, voilà. En général, j'essaie de voir tous les membres de la famille quand c'est comme ça. Ça peut être en complément d'un suivi individuel pour l'enfant avec un autre thérapeute. Mais en général, j'essaie de voir tous les membres de la famille pour comprendre qu'est-ce qui se passe au sein de la famille et qu'est-ce que l'enfant dit tout haut à travers cette souffrance-là, à travers ce symptôme-là. Quelle est la souffrance en fait au sein de la famille? Un exemple un peu cliché, ça va être par exemple un adolescent qui fume du cannabis, la mère qui est très inquiète, le père qui est beaucoup en déplacement, le couple qui est peut-être pas très lié en ce moment, et ça pourrait être on pourrait le lire. Une des hypothèses pourrait être de lire ça comme une façon qu'aurait le jeune d'attirer le regard de ses parents pour d'une certaine manière ressouder le couple, que le père fasse attention à la mère, le mari qui fasse attention à sa femme. On s'entend, sa mère peut être fragilisée, triste de voir qu'elle est seule sans son mari. Et du coup, on voit ça comme quelque chose vraiment au sein de la famille. Voilà, pour cet exemple-là, ça pourrait être une des lectures possibles. Ouais, voilà. Donc c'est assez passionnant. Donc quand on traverse une difficulté, de sortir de cette approche très individualiste, la personne a un petit problème et c'est où la personne est le problème, Ouais. mais de le voir dans un contexte. Exactement. Souvent, on parle du patient désigné. On se dit c'est celui qui
qui se désigne comme ayant un problème pour presque sauver tout le système familial, voir le couple des parents, voilà. Et on sort c'est vraiment celui qui pose problème dans la famille. Et en général, dès la première séance, hop, ça recircule. On définit le problème avec chacun. Vraiment, quel est son problème très personnel, quel problème qu'il traverse. Et en général, celui qui fume du cannabis, lui, son problème, ça va pas être de fumer du cannabis. Ça va être, en fait, c'est que, je sais pas, moi, mes parents ne vivent plus rien ensemble, ne sont, voilà, finalement, peut-être que pour lui, ce qu'il ressent, c'est de l'insécurité, à l'adolescence où il aurait besoin d'un cadre, voilà. Ou peut-être qu'il est inquiet pour sa mère. Enfin, voilà, encore une fois, c'est un exemple très cliché qu'il ne faut pas prendre de manière aussi simple peut-être. Il peut y avoir bien sûr des approches thérapeutiques en individuel complémentaires, par exemple dans les cas des jeunes filles anorexiques ou tout ça. Mais souvent, quand on voit toute la famille ensemble, on se rend compte que, voilà, qu'on peut découvrir plein de choses qui se passent et que le symptôme peut avoir une fonction au sein de la famille. Ouais. En fait, ce qui est passionnant dans cette approche, c'est qu'on voit bien que la personne, elle est en relation et c'est ça que tu vas mettre en lumière. Alors, c'est bien normal, j'imagine, hein, en tant que maman, en tant que papa, en tant que épouse, on ne voit pas ce genre de choses, on ne voit pas tous ces liens-là. C'est l'intérêt d'aller consulter quelqu'un comme toi, parce que c'est... Tu vois, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu contre-intuitif de se dire que comme mon enfant va mal, il est peut-être en train d'exprimer quelque chose qui ne va pas au sein de la famille, tu vois. Au départ, on dit non, c'est mon enfant qui va mal. Donc, ça demande comme un éclairage, un professionnel pour comprendre ce que tu es en train de dire là et de voir des choses qu'on n'arrive pas à voir quand on fait partie du système. Oui, c'est vraiment ça, c'est le fait qu'on est des individus, mais on est en constante interaction et que les interactions avec les autres jouent aussi sur nous, notre comportement. Donc ça, c'est ce métier de thérapeute systémique. Voilà. Mais avant d'être thérapeute en systémie, tu faisais quoi ? Avant, j'étais orthophoniste. Ouais. Logopède, comme on dit en Belgique. S'il y a des Belges qui nous écoutent, tu étais orthophoniste. J'ai été orthophoniste pendant 9 ans à l'hôpital des enfants à Bordeaux et aussi en libéral, à mi-temps, enfin demi-temps. J'étais spécialisée vraiment beaucoup avec les enfants et leurs familles. Je rencontrais du coup beaucoup de familles qui amenaient leurs enfants pour des difficultés scolaires, des décrochages, des retards de langage, des troubles du comportement. Donc il y en avait bien évidemment qui étaient très spécifiques, très orthophoniques, et il y en avait plein d'autres où je voyais plein de choses au niveau de l'entretien familial, et je me disais mais ça relèverait peut-être plus de la thérapie, j'aurais envie de garder les parents avec moi là pour discuter avec eux, avec l'enfant, d'aller savoir comment ça se passe. Et en fait, je n'étais pas encore formée à la thérapie systémique. J'avais une licence de psycho, mais je n'avais pas suffisamment de clés pour aller un peu plus loin dans le côté thérapeutique. Et puis, ce n'était pas ce qu'on attendait de moi à l'époque. Je gardais toujours une petite frustration. Et moi, ça avait toujours été plus la psycho, en fait, qui m'intéressait. Même si j'adore le développement de l'enfant par le jeu, le développement de la pensée. Mais c'est vrai que j'avais vraiment en ligne de mire ce truc de la famille, le couple. Voilà. C'était depuis toujours, j'étais un peu celle qui se posait beaucoup de questions. Où on me disait mais te pose pas trop de questions, sois légère, tout va bien. Et moi j'adore cette injonction, sois légère, ne te pose pas trop de questions. Sinon, ça me parle un tout petit peu. Voilà. Et moi j'avais envie de creuser, j'avais envie de comprendre, j'avais envie de comprendre les comportements, les tempéraments, les interactions, voilà. Et pour autant, je sais pas trop pourquoi, je pense par manque de connaissances, j'étais pas allée vraiment vers le métier de psychologue. Je pense vraiment par manque de connaissances du métier. Et j'étais allée vers l'orthophonie parce que ça alliait justement cette construction de la pensée par le jeu, par le langage. Le langage, c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup aussi. Voilà, c'est un métier qui alliait ce côté, des connaissances médicales, neurophysiologiques, tout ça qui m'intéressait beaucoup. Et puis le côté très terre-à-terre du concret de ce qui se passe dans la rencontre, dans la relation. Donc c'est comme ça que tu t'es formée. Et, voilà. Et aujourd'hui, Alice fait partie de ces professionnels du love care, c'est-à-dire des professionnels qui prennent soin de nos relations d'amour. Bon, je te recommande des gens là parce qu'on demande toujours des thérapeutes à Bordeaux et puis te trouvent. Il n'y a pas que ça qui t'anime, c'est ce que thérapeute, on vient le voir quand ça va vraiment pas, quoi. Tu vois, quand c'est un peu la cata. D'ailleurs, on est encore très nombreux et nombreuses à ne pas vouloir faire cette démarche-là parce que, tu vois, quand on est en relation, que ce soit dans une relation, déjà quand on est seul ou quand on est en relation en couple ou quand on a construit notre famille, il y a des choses parfois qui sont un peu compliquées, mais de là aller voir un thérapeute, tu vois, le saut semble trop grand. Et surtout avec ce que tu fais, j'ai l'impression qu'on va te voir quand vraiment ça ne va plus du tout. Ouais. Mais c'est le cas, c'est le cas. C'est vrai que les gens viennent en thérapie quand ça vraiment c'est la dernière chance, quoi. Et je me dis que c'est dommage parce que
parce qu'ils ont souffert pendant des années en général, qui se sont installés dans des mécanismes qui ne leur conviennent pas, qui ne les rendent pas, où ils ne se sentent pas vraiment vivants et heureux. Et en fait, c'est vrai que c'est un grand sujet pour moi, ça qui m'intéresse beaucoup. On fait notre préparation au mariage quand on se marie. Tout est beau, tout est rose. Alors, on va creuser 2-3 questions comme ça, mais comme tout va très bien en général, il n'y a pas vraiment de problème. Et puis, après, on est lancé dans la vie de couple, la vie familiale. Et puis, on sait qu'on peut aller voir un thérapeute de couple si vraiment c'est la cata, quoi. Et puis si on est vraiment en souffrance. Et moi, ce que je constate, c'est que les couples qui viennent me voir, c'est des personnes qui souffrent depuis des années et qui viennent au bout de plusieurs années de dysfonctionnement. Souvent, on attend que ce soit la crise, quoi, qu'il y ait une crise. Et moi, ce que j'aimerais, pour en avoir vraiment fait un petit peu l'expérience personnellement, c'est pouvoir permettre. Alors là, c'est vraiment le sujet du couple, mais ça s'y prête aussi en individuel. Ce serait permettre aux personnes de pouvoir avoir un accompagnement avant que ce soit très compliqué dans leur vie. Quelque chose un peu de l'ordre de la psychoéducation, de la connaissance de soi, de l'introspection, sans qu'on soit confronté à des trop gros problèmes ou à une trop grande souffrance. En fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas consulter. Moi, je demande à mes patients, vers la fin de la thérapie, quand ça va, je leur demande avec le recul, finalement, qu'est-ce qui fait quels ont été les freins qui ont fait que vous n'êtes pas venu consulter plus tôt. Et en fait, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'ils étaient déjà dans une trop grande insécurité. Enfin, ils étaient dans une trop grande insécurité, dans quelque chose de trop déstabilisé, avec un manque d'équilibre, pour pouvoir en plus aller se mettre en déséquilibre, selon ce qu'ils pensaient, en thérapie. Et qu'en plus, souvent, il y a de la colère, c'est de la faute de l'autre, je vois pas pourquoi ce serait moi, enfin voilà. Et finalement, on attend que ce soit la crise, donc on n'a plus le choix. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, au moment où on se sent à peu près en sécurité, même si on rencontre des difficultés, pouvoir créer un genre de SAV de l'engagement. Une fois qu'on est engagé, on a acheté une maison ensemble, ou on a eu un enfant ensemble, ou on s'est mariés, là on est engagé et bien sûr on peut toujours partir. Et on a envie de construire ensemble et qu'on rencontre des difficultés que je dirais un peu classiques que j'ai pu rencontrer. Et autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent ce genre de difficultés, ne serait-ce qu'avec les chamboulements de devenir parent, d'emménager dans une même maison, les fonctionnements de chacun, tout ça. Un genre d'accompagnement, de parcours entre l'introspection, la connaissance, vraiment la psychoéducation et la compréhension de comment fonctionne la dynamique de la relation dans laquelle je suis. Ouais, c'est passionnant ce que tu dis parce que ça répond à un vrai besoin. Et on voit bien aujourd'hui quand même, et puis ici au micro de Lovecare, on le matraque, il existe des personnes qui peuvent nous accompagner quand on est dans la difficulté. Il existe des thérapeutes de couple, il existe des thérapeutes pour un accompagnement individuel. Il existe vraiment beaucoup de ressources pour nous apprendre à être mieux dans notre vie, dans nos relations. Donc ça, je pense que le message, il commence à passer. Par contre, il y a toute cette espèce de zone... je sais pas comment dire, grise entre la période romantique où tout était magnifique et la période où ça commence à vraiment être la catastrophe. Là, on fait quoi ? Ouais. Toi, tu l'avais ressenti ? Oui. Alors, moi, clairement, dans notre couple, on a vécu cette période toute rose au départ. Et puis moi, on aspirait tous les deux à une très, très belle vie de couple. En plus, on se mettait une grosse pression. On avait on rêvait tous les deux d'une très grande histoire d'amour. On s'est mariés, on a emménagé ensemble et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait des fonctionnements très différents qu'on avait un peu entrevus avant, mais moi j'étais dans la belle robe blanche, on était dans la préparation au mariage, tout était voilà. Et puis en fait, en emménageant ensemble, c'est vrai qu'on voyait des fonctionnements différents, des attentes différentes, des trucs où j'en revenais pas, quoi. Des choses où on se disait, et il se disait la même chose, mon mari, il se disait, mais qu'est-ce qu'elle peut être pénible là-dessus ? Moi, j'attendais des choses, j'étais tout le temps déçue. Et donc, de là, il y avait des petites colères qui s'entretenaient, qui jaillissaient. Pas forcément tout le temps des conflits, parce que c'était pas forcément notre mode de relation, mais plus des petits non-dits, des petits trucs où on prenait de la distance ou tout ça. Mais bon... Il y avait aussi plein de bonnes périodes, mais on avait du mal à rester connectés tout le temps. En fait, il y avait des grandes périodes de très grande connexion, et puis après, une incompréhension. Vraiment,
Et ça faisait vivre à l'autre quelque chose de très violent parce que c'était quelque chose de ne pas se sentir respecté, de ne pas se sentir considéré, de ne pas sentir que les besoins de l'autre étaient compris. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, moi, en parallèle, je commençais cette formation de thérapie systémique parce que j'étais depuis longtemps sur ce truc du couple qui me passionnait, tout ça. Donc en plus, moi, j'avais un peu quelquefois le nez dans les bouquins. Voilà, j'avais la théorie en tête, je voyais que c'était pas comme ça, voilà. Voilà, on avait rencontré quelques personnes, plus du côté perso, avec qui on pouvait discuter, tout ça, qui étaient des couples plus âgés, heureux. Et puis on voyait bien que le copier-coller ne marchait pas. On t'a rencontré toi pour quelques séances de thérapie de couple. Tout ça nous a fait bien avancer, nous a fait cheminer, comprendre. Et en fait, moi, au fil de ma formation, j'ai découvert aussi plusieurs outils à chaque fois je racontais à mon mari, je disais mais j'ai appris ça, tu te rends compte, c'est exactement ce qu'on vit. Par exemple, moi il y a un jour, il y a eu un avant et un après dans ma vie, c'est quand j'ai découvert la théorie de l'attachement. Et je trouve que par exemple tout le monde devrait connaître cette théorie. Tu peux un peu l'expliquer, la théorie Oui, de l'attachement ? alors la théorie de l'attachement, c'est une théorie qui a été théorisée par John Bowlby et après reprise par le couple Gaidenay et Gaidenay, qui en fait explique que en fonction de ce qu'on a reçu enfant et des interactions qu'on avait enfant avec nos figures d'attachement, donc ça pouvait être nos parents, mais ça pouvait être aussi d'autres personnes, on a acquis un attachement plus ou moins sécure, un lien plus ou moins sécure avec ces personnes qui ensuite, en devenant adultes, on reproduit en fait ce genre de relation. Si enfant on a reçu suffisamment de réponses ajustées à nos besoins en termes de régulation émotionnelle, de besoins affectifs, voilà, on va ensuite, adulte, se sentir tranquille dans la relation et à ce moment-là, oser être soi-même, dire les choses, exprimer ses besoins parce qu'on nous a appris à dire nos besoins, à les identifier. Et puis oser aussi arrêter une relation qui ne nous convient pas. On n'a pas besoin d'être toujours rassuré par l'autre dans la relation, ou on n'a pas besoin non plus de se mettre à distance si on ne se sent pas bien dans la relation et de se couper de ses émotions. Donc ça, c'est quand on a eu un lien sécure. Et après, il y a d'autres types d'attachement. Il y a l'attachement insécure, plutôt ambivalent, anxieux, qui est celui où en fait on a reçu des réponses qui pouvaient être un peu aléatoires, quelquefois très ajustées, quelquefois un peu moins, quelquefois un peu imprévisibles. Et du coup, quand on devient adulte, on a tendance dans la relation à avoir besoin d'être rassuré sur l'amour de l'autre, parce que même quand il nous dit qu'il nous aime ou qu'il nous donne quelques preuves d'amour, on se dit mais attends, est-ce que c'est stable ? Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va être comme ça la prochaine fois aussi ou pas ? Et ensuite, il y a un autre type d'attachement qui est l'attachement insécure évitant, qui est qu'enfant, on n'a pas forcément reçu ce dont on avait besoin dans nos relations, voilà, dans nos besoins affectifs ou de régulation émotionnelle. Et du coup, on va avoir un attachement plutôt évitant, c'est-à-dire on va compter que sur soi-même et se mettre un peu à distance de ses émotions et de l'autre. Et l'autre va être considéré un petit peu comme quelqu'un qui pourrait nous mettre en danger parce qu'il va nous faire revivre cette émotion si douloureuse qui est qu'on ne peut pas répondre à mon besoin. Et en fait, après... Tout ça, bien sûr, ça se module dans l'enfance, dans l'adolescence. On peut restaurer son système d'attachement et ses blessures. Ça se travaille vraiment bien. Il n'y a pas de fatalité, quoi. Ça évolue au fil du temps. Et après, du coup, quand on est en couple plus tard, et c'est pareil dans les relations de travail ou dans les relations d'amitié ou dans les relations familiales, c'est des mécanismes qui sont un peu ancrés en nous. Et en fait... il va y avoir des couples qui vont se retrouver avec l'un, c'était un peu notre cas avec mon mari. Moi, j'avais un attachement avec une petite tendance anxieuse, donc avoir besoin d'être rassurée sur l'amour de l'autre, avoir besoin de preuves d'amour, montre-moi que tu as de la considération pour moi, du respect, de l'amour, que je compte pour toi. Et lui, plus je lui ai demandé ça, plus avec sa petite tendance évitante dans son attachement, ça le faisait fuir parce que ça voulait dire que j'avais besoin d'être en relation avec lui et que lui, c'était pas du tout ce qu'il avait connu et il avait besoin au contraire, lui, d'être à distance. Et du coup, dans le couple, ça peut créer des grosses incompréhensions parce qu'il ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Et lui, de son côté, c'était moi, mon besoin, c'est qu'on respecte mon besoin d'être seul. Et c'était vraiment ce truc où plus je le suivais, plus il partait. Et inversement, enfin, ça pouvait aussi être l'inverse. Hein, voilà. Et ça, par exemple, je le vois beaucoup autour de moi aussi. Ces deux types d'attachements qui se mettent ensemble, comme par hasard.
Et en fait, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est ça qui se passe dans notre couple, c'est ça qui se passe à la maison. Mais en fait, c'est pas du tout contre moi. En fait, c'est juste son besoin, c'est son histoire, il s'est construit comme ça. Et moi, c'est ces preuves d'amour que je lui demande. En fait, ça vient pas de lui, c'est mon histoire, c'est mon besoin. Enfin voilà. Et gros soulagement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est. Enfin voilà. Du coup, il n'y avait plus cette colère, il n'y avait plus ce truc de. Voilà, quand il sortait pas la poubelle, je me disais pas, voilà, il n'en a rien à faire de moi. Je me disais juste, bon, lui, il s'en fout. Enfin, voilà, il le fera plus tard. C'était pas sa temporalité. Et je me disais pas, c'est un manque de respect pour moi. Il s'en fiche, mon besoin, ma preuve d'amour, tout ça. Voilà. Donc la compréhension de comment fonctionnent les relations t'a permis de traverser cette période que je dis un peu cette espèce de zone grise où on sort de la zone, de la période romantique où on voit tout en rose. Et c'est pas non plus encore complètement la cata, l'énorme crise où on a besoin absolument d'aller voir un thérapeute parce que sinon ça va vraiment totalement dégénérer. Oui. Mais donc déjà la compréhension, ça t'a aidé. Et je voudrais juste revenir sur une chose parce que tu as utilisé ce mot de déception. Je pense que ça doit parler à beaucoup de personnes, ça. On a un premier amour, on vit dans une belle période d'abord amoureuse, on s'engage, et beaucoup de personnes aussi qui se sont mariées peuvent ressentir après une grosse déception après. C'est que ça. Tu pourrais nous en dire plus par rapport à ces déceptions que tu as ressenties parce que je pense que c'est une expérience que beaucoup font. En fait, je me suis sentie, après vraiment cette période toute rose, en plus c'était allé assez vite, donc quand on s'est retrouvés mariés, engagés, attendant notre premier enfant, tout ça, en fait j'ai ressenti de la déception par rapport au fait que ça ne durait pas, même si on sait que la période toute rose, elle ne dure pas. Mais aussi de la déception et puis de l'incompréhension par rapport à son fonctionnement. Enfin, je croyais que c'était son fonctionnement, en fait c'était nos fonctionnements ensemble, et puis la déception que ce soit pas aussi fluide que ça l'était, que ce soit pas aussi simple que ça l'était, que ça aurait pu l'être, ou que ça l'était chez les autres, ou que ça semblait l'être chez les autres, et la déception d'avoir l'impression, au fond de moi je me disais, ça doit exister, c'est ce grand amour là, cette grande connexion, je veux la vivre et je la vivrai, mais je voyais que je la vivais pas, et du coup j'avais une forme de frustration et d'insatisfaction en fait. C'était surtout de l'insatisfaction de me dire on va y arriver, on va trouver les clés. Je me disais on est en chemin comme sûrement beaucoup de couples aussi qui se marient les premières années de mariage. Moi il y en avait qui me disaient il faut se caler au début du mariage. Moi je disais c'est quand même un peu plus que ça pour nous quoi. C'est pas se caler, c'est savoir le mode d'emploi quoi. Le mode d'emploi, et en fait quand j'ai compris un peu d'introspection pour moi, pour lui, et du coup on a retrouvé beaucoup de sécurité en fait en comprenant ce qui se passait, et je trouve que cette sécurité affective qui permet de prendre une fois que j'ai pris entièrement confiance, que j'avais entièrement confiance dans le fait que mon mari m'aimait et faisait de son mieux, et que j'en étais persuadée quoi qu'il fasse, parce que c'était pas comme on peut dire aujourd'hui un pervers narcissique ou tout ça quoi. Enfin c'était pas quelqu'un de tordu quoi. On était juste tous les deux un peu démunis. Une fois que j'ai pris conscience que en fait il m'aimait, que lui aussi voulait qu'on y arrive et qu'il faisait de son mieux, et ben après toutes ces imperfections ou toutes ces attentes un peu déçues à un moment où je croyais que et ben en fait ça n'avait plus du tout cette importance parce qu'on avait retrouvé de la sécurité. Et du coup, cette sécurité affective, elle nous a permis de faire grandir notre relation, notre amour, notre connexion. Et du coup, d'être plus chacun de nous-mêmes aussi, de pas être je vais essayer d'être comme l'autre voudrait que je sois, tout ça. Donc ça a apporté beaucoup de liberté. Et puis, du coup, d'être plus en étant connectés l'un à l'autre, de pouvoir plus être à l'écoute de ses propres besoins, des besoins de l'autre, pouvoir les exprimer parce qu'on n'a plus peur de pouvoir dire ce dont on a besoin. Et puis pouvoir aussi les exprimer, mais entendre que l'autre ne peut pas répondre à tel besoin sans le prendre comme un manque d'amour de la part de l'autre. Enfin, voilà. C'est intéressant ce que tu dis. de prêter à l'autre une bonne intention. C'est pas un affreux, c'est pas une mauvaise personne. Il veut bien faire aussi. Et déjà, ça calme pas mal de choses. Je trouve que mais tu dirais quoi un jeune couple un jeune couple qui s'engage ou qui dans cette aventure-là, tu les préviendrais qu'ils vont vivre ce moment de déception qu'est-ce que tu dirais? Oui et non. En fait,
moi, j'ai bien conscience aussi que nous, ce qu'on a vécu, c'est pas ce que tout le monde vit. J'ai des couples autour de moi qui, j'ai le sentiment, ne vivent pas la même chose, n'aspirent pas aux mêmes choses, n'ont pas les mêmes idéaux et ne rencontrent pas du tout les mêmes difficultés et ne se posent pas du tout les mêmes questions. Peut-être que ça viendra à un autre moment, mais je vois bien qu'il y a des fonctionnements différents, peut-être plus simples que le nôtre. Mais en tout cas, j'aurais envie de leur dire que s'ils rencontrent des difficultés, s'ils se sentent à l'intérieur pas bien, qu'ils ressentent des émotions douloureuses, des ressentis corporels douloureux, qu'ils sentent, voilà, je sais pas, que ce soit dans la respiration, de ne pas se sentir bien dans la relation, ou tout seul d'ailleurs, et que dans les interactions c'est pas fluide, que ça va pas, qu'ils sentent qu'ils sont pas eux-mêmes, qu'ils doivent toujours marcher sur des œufs, qu'il y a des non-dits, des blocages, j'aurais vraiment envie de leur dire, il n'y a pas de fatalité, il y a plein de choses qui sont possibles pour aller explorer de quoi il s'agit. Et ça ne veut pas dire que vous vous êtes planté de personne, ça ne veut pas dire que ça ne marchera jamais, qu'il va falloir vivre avec ses frustrations, et qu'il y a toujours des solutions, alors pas des solutions toutes faites, mais je veux dire, on a la solution au fond de nous-mêmes, quoi. Et donc on fait quoi quand on commence à sentir cette insatisfaction, cette déception, cette frustration, qui n'est pas encore manifestée par quelque chose qui semble grave, comme je sais pas, une disparition totale des relations sexuelles ou des disputes violentes ou de l'infidélité ou tu vois un truc un peu fort qui nous fait dire il faut absolument les consulter. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh ben, moi je pense que déjà en parler à deux c'est déjà pas mal. Je lisais justement ce matin quelque chose qui disait pour qu'une relation dure et soit heureuse, il va falloir passer par des conversations très inconfortables. Donc je pense qu'il y a cette part-là d'inconfort qu'il va falloir accepter, d'inconfort finalement pour sortir aussi de quelque chose d'inconfortable. De réfléchir à deux, de pouvoir se dire chacun ce qu'on vit. Mais après, pour moi, il faudrait aller chez le thérapeute, même si c'est des petites choses, parce qu'il vaut mieux dénouer des petites choses au début et avoir un genre de petit suivi au niveau du développement relationnel, plutôt qu'attendre qu'il y ait des gros problèmes. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'on aurait besoin d'un genre de SAV de l'engagement, comme je disais, qui pourrait permettre au couple de se tourner vers des professionnels du love care, mais où il n'y a pas ce gros mot en quelque sorte de la thérapie, que ça pourrait être voilà, un accompagnement en ligne ou en présentiel ou un parcours à faire comme il en existe peut-être certains, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de créer quand le moment sera venu. Pour l'instant, je note, je réfléchis, je m'organise tout ça dans mes carnets. Oui, j'aimerais beaucoup que les couples puissent se tourner vers des personnes ressources en quelque sorte. Pas des modèles, parce qu'encore une fois, le copier-coller ne marche pas, mais des personnes qui pourraient les aider à décoder qui ils sont, de quoi ils sont faits, comment ils se sont construits individuellement et à deux. Et à décoder, voilà, là, quand c'est ce conflit-là, je sais pas, il y en a, ils ont toujours des conflits sur les factures. Et de quoi ça parle en fait? De quoi ça parle? De pouvoir redescendre d'un niveau, puis d'un deuxième niveau, et d'aller dans le cœur, dans l'émotion, dans le corps, dans l'enfance quelquefois si besoin, pour voir de quoi ça parle. Non, c'est important ce que tu dis là, et moi je le vois aussi en consultation. Au départ, j'avais beaucoup de personnes qui venaient quand c'était vraiment la catastrophe et qui voulaient se séparer. Ils viennent, le but c'est quand même presque de se séparer, de divorcer. Et de plus en plus, j'ai des personnes qui viennent alors qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas très très bien, mais qui s'accordent une séance. En général, c'est pas beaucoup plus qu'une ou deux, mais juste pour remettre de la connexion et sans attendre que ce soit vraiment trop compliqué, quoi. Donc, des personnes comme toi, on peut aller les consulter avant que ce soit vraiment trop compliqué. Et j'aimais bien ce que tu disais aussi au début sur de l'inconfort, c'est-à-dire de profiter d'une situation où c'est pas encore trop inconfortable pour aller visiter ce qui ne va pas. Et là, c'est vrai que c'est en fait d'arriver à être très à l'aise avec cette démarche. Donc, il y a des professionnels qui peuvent nous aider, mais il y a aussi peut-être des ressources encore à créer, à développer. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on a eu chacun avec sa sensibilité, on peut les créer. Moi, je pense aussi à tout ce qui est stage de couple, stage personnel. Là, ce soir, j'accueille à peu près 16 célibataires à la maison là, pendant le temps d'un week-end. Je propose beaucoup de stages pour les célibataires, mais qui ne sont pas encore, c'est pas la cata. Il n'y a aucun d'entre eux qui a un problème pathologique. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'ils se rendent bien compte qu'il y a une difficulté et voilà, une ressource, c'est de faire un stage avec d'autres, parce que sinon on est très dans la
dédramatisations, je ne sais pas si on dit ça comme ça, de la personne ou du problème. Et ça, on n'est pas tout le temps prêt à le supporter, quoi. Donc, ouais. Moi, je vois vraiment dans mon entourage, pourtant, on est quand même à une génération où la thérapie, la psychothérapie, c'est quelque chose qui s'est quand même bien banalisé. Mais aller voir un thérapeute de couple, c'est quand même, en général, c'est un peu tabou, quoi. En fait, ça voudrait dire qu'on a un problème et que c'est grave. Et quand si tu vas dire à ton mari ou à ton compagnon, en fait, je voudrais qu'on aille voir un thérapeute de couple, et attends, ça veut dire que c'est vraiment la cata entre nous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros je problème. pense que derrière, il y a la peur de... Ça veut dire qu'on s'est planté, qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, qu'en fait, ça ne peut pas marcher entre nous, qu'on va devoir divorcer, qu'on va devoir rester comme ça, mais que ce sera toujours la cata. Enfin, je pense qu'il y a vraiment ce truc de qu'est-ce qu'on va y trouver. Et donc, on préfère parfois mettre un couvercle là-dessus parce que ça fait trop peur de savoir ce qu'on va y découvrir pendant comme dans la psychothérapie individuelle, d'ailleurs. Je pense qu'il y a ce truc de ça va pas... Qu'est-ce que je vais y trouver ? J'ai pas la force. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Oui, je pense. Et c'est tout à fait compréhensible. Et en même temps, si à un moment on laisse trop le couvercle, ça explose. Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que finalement on n'a plus le choix que d'aller voir quelqu'un. Mais est-ce que c'est pas l'histoire d'être trop tard ? Mais par contre, il y a parfois beaucoup de choses qui ont été abîmées, quoi, dans le lien. Oui, on dit que les couples consultent au bout de 7 ans de conflit ou de mésentente, de souffrance, au moment où cet équilibre, le peu d'équilibre qu'ils avaient mais qui était là, est fini par être rompu justement par une infidélité, une dépression, une volonté de l'un des deux de se séparer ou tout ça. Et c'est tellement dommage parce que la vie est courte et que ça pourrait être autrement. Encore une fois, moi je me dis mais il n'y a pas de fatalité, il y a tellement de possibilités de changement, et si le changement doit passer aussi par une séparation, autant qu'il y passe plutôt que de vivre ces années de douleur et tout ça. Comment t'as fait pour convaincre ton mari d'aller voir quelqu'un ? J'avais eu une discussion avec lui sur un truc qui allait pas. Et du coup, je me suis dit, il faut que je lui en parle. Mais c'était un truc du quotidien. C'était vraiment... Écoute, j'ai l'impression de vraiment beaucoup porter au quotidien. Et sa réponse, c'était, mais moi, j'ai l'impression de faire mon max. Je peux pas te donner plus. Et là, je me suis dit, ok, on a un sérieux problème. Parce que moi, j'ai besoin... Enfin, voilà. Et en fait, on a... justement, on avait écouté un de tes podcasts ou une de tes conférences du lundi soir. Et le sujet nous touchait. C'était vraiment un truc sur les besoins, justement, mais je me souviens plus lequel. Et je lui ai envoyé, je l'ai écouté, et je me suis dit, c'est exactement ça. Et je lui ai envoyé. Et là, il pouvait pas me dire, non, rien à voir avec nous. C'était un truc, ça nous parlait vraiment beaucoup. Et du coup, je lui ai dit, mais tu vois, là, Thérèse Argot, elle a fait ce sujet-là. Et on voyait qu'il y avait des ouvertures, des possibilités aussi dans ce que tu disais. Et donc, je lui ai dit, pourquoi on n'irait pas la voir elle, du coup, parce que ça rejoint, c'est une problématique qu'elle a l'air de connaître de toute façon. Et il m'a dit oui. Alors, je sais pas, je pense que lui aussi, c'était dur pour lui à ce moment-là de vivre ce truc. Lui, il avait vraiment une image du couple de ses parents il me disait au début de notre mariage que c'était un couple de cinéma. Donc, c'était vraiment, avec la perte de sa maman quand il était enfant, donc quelque chose qui s'était arrêté très tôt. Mais il avait vraiment cette image du couple qui devait être, ou même sans se parler, on se comprenait, quelque chose de... Moi, ça me mettait une pression parce qu'on ose parler. Si on se parlait pas, on se comprenait pas. Et même en se parlant, c'était compliqué. Et donc, je pense que lui aussi, il aspirait à vivre quelque chose de beau, d'heureux. Oui, mais donc ça veut dire que c'est une bonne façon en fait, d'amener son conjoint, alors homme-femme, peu importe, mais à aller faire une démarche un peu plus profonde d'introspection et d'aller essayer de réparer ce qui commence à être un peu brouillé dans la communication, dans la relation, en transférant un article, en transférant un podcast, une conférence, en disant tiens, j'ai écouté ça, qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve que c'est une bonne suggestion que tu proposes là. Avec le risque un petit peu, moi j'écoutais beaucoup de podcasts, je faisais ma formation, au bout d'un moment il m'a dit stop, j'en peux plus, parce que du coup tu mets de la théorie partout, tout ça, et moi j'en peux plus là. Et c'est intéressant, c'est comme remarque. J'avais ce sentiment, lui donner l'impression d'être celle qui avait la connaissance sur ce que ça devait être et qui savait. Et du coup, il y avait un truc de supériorité peut-être qui s'instaurait. Moi, c'était par passion et par envie de le vivre et d'à tout prix. Pour lui, il en avait marre. Ça lui faisait vivre qu'il n'était pas satisfaisant, quoi. Voilà. C'est l'histoire de ma vie que tu viens de raconter là, Alice. C'est pour ça que j'enchaîne les échecs dans mes relations parce qu'en fait, quand on fait ce métier, et puis moi je le fais depuis toujours,
Donc j'ai commencé mes premières relations en étant déjà un peu une experte sur les sujets qui touchent à l'amour et la sexualité. Donc t'imagines la pression aussi sur les mecs, parce que sur la sexualité aussi, sans être du tout donneuse de leçons, pas du tout, je suis pas du tout une théoricienne dans le quotidien, mais mine de rien, j'ai cette expertise-là. Eh bien, ça crée en fait un déséquilibre dans la relation où du coup l'homme se sent en deçà, incapable de pouvoir me satisfaire, de rejoindre, et puis aussi moi d'être très exigeante et très idéaliste, mais dans le beau sens du terme, j'estime, mais pour la personne qui n'a pas ce bagage-là, qui n'a pas fait tout le travail, ça crée un déséquilibre qui est, moi en tout cas, fait chaque fois échouer mes relations, et donc c'est quelque chose d'assez douloureux, mais parce que tu l'exprimes bien aussi toi dans une période, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui peuvent être là-dedans, c'est-à-dire période de vie où on écoute beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, et puis on le voit après dans sa relation, le décalage. Alors, c'est toujours plus facile quand... Ça, c'est ma petite théorie à moi, qui vaut ce qu'elle vaut, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis. Mais c'est plus facile et moins dangereux pour sa relation de découvrir toutes les choses intéressantes sur les relations humaines, sur l'amour, la sexualité, une fois qu'on est déjà engagé avec la personne. Donc, de fait, c'est de faire cette... reconversion professionnelle ou se nourrir soi-même personnellement, que d'avoir déjà toute cette formation et ensuite de rencontrer quelqu'un qui ne l'a pas du tout. En tout cas, moi, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, parfois, j'ai des jeunes qui viennent, même très très souvent, des jeunes étudiants qui viennent me voir en me disant j'adore ce que tu fais, j'ai trop envie de faire ce que tu fais et tout ça, mais c'est quoi les répercussions de ma vie perso? Et moi, je suis assez... soucieuse de cela en disant attention, parce que si tu t'engages trop tôt sur ces questions-là d'amour et de sexualité avant d'avoir rencontré l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu risques de créer un déséquilibre qui est difficilement rattrapable. Bon voilà, c'était la petite minute pas très rigolote, mais c'est un peu l'obstacle, parce que tu disais que tu te formais, tu t'intéressais sur ces sujets et que ça le déstabilisait lui aussi en disant un moment, stop, mollo. Oui, complètement, je découvrais enfin le sujet que j'adorais, mais sans savoir que c'était la thérapie de couple, la systémie, tout ça. Et du coup, là, je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup. Et c'était vraiment ce moment de la découverte. Je trouvais enfin ce que je cherchais. Et du coup, j'avais très soif de ça. Et puis, comme j'aime beaucoup discuter, partager tout ça, j'avais envie d'en parler beaucoup avec lui et puis de mettre en application. Et il dit toujours qu'on a été le cobaye, quoi, tous les deux. Et c'est vrai que... Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il en a eu marre. À un moment, il m'a dit, je veux que tu arrêtes ta formation. Lui, il me disait beaucoup, mais vis le quotidien, quoi. Sois les pieds sur terre avec moi, voilà. Donc Alice, avec tout ce que tu viens de nous partager, s'il y avait une chose que tu avais envie de dire, que tu as comprise beaucoup plus tard et que tu voudrais que les gens puissent entendre aujourd'hui par rapport à ce sujet de l'engagement et puis de ce qui suit l'engagement. Moi, j'ai envie de dire, on est fait pour être heureux. Enfin, on sait maintenant que notre conscience, quand elle est calme, elle est heureuse, elle est bien, et que on est fait pour ça, et que du coup, c'est trop dommage de s'en priver, quoi. Et du coup, je me dirais, si ça va pas, il y a tout ce qu'il faut. C'est dur parce qu'il faut trouver vraiment la bonne personne, les bons outils, tout ça. Mais même si on tombe pas sur le bon thérapeute, quelquefois on dit ouais, on l'a fait, c'était pas bien, mais de changer, de trouver quelqu'un d'autre, d'avoir le courage de passer par ces épreuves-là, par ces étapes-là, pour toucher du doigt ce qui nous anime vraiment. Donc, ne pas renoncer à ne plus vivre cette période romantique et ses rêves et ses gros projets, et ça, se dire il y a vraiment de ça. Moi, c'est ce que je me dirais, c'est de ne pas renoncer à ses aspirations profondes, quoi. Tu as dit aussi à un moment qu'on a l'impression que chez les autres c'est tellement plus facile, c'est tellement plus fluide. Ça, c'est très perturbant, hein. Donc c'est bien que tu aies pu en parler aujourd'hui dans ce podcast, donc merci. Je t'en prie, merci beaucoup. Et puis on te retrouve évidemment donc à Bordeaux en tant que thérapeute, mais vous l'avez entendu aujourd'hui, pas seulement quand ça ne va pas du tout, mais aussi un peu en prévention, quand on sent les prémices d'un inconfort, et de profiter d'un moment où c'est pas encore la cata pour pouvoir aller travailler sur ce lien. C'est plus facile que quand c'est vraiment, vraiment compliqué. Et puis, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout envie de travailler là-dessus, vous lui envoyez le petit podcast. On a dit que c'était la bonne. Sinon, vous venez seul aussi, finalement. Ah oui, mais oui, parce que venir seul, finalement, si nous, on retrouve de la sécurité à l'intérieur, ça va circuler. Et l'autre va aussi retrouver de la sécurité pour moi. Ça, je pense que c'est très, très important ce que tu viens de dire là. Et donc, ça montre qu'on peut agir, même si l'autre n'a pas encore envie de faire de démarche. C'est pas grave, tout va bien. Si vous trouvez la paix... Si nous, on s'apaise à l'intérieur, il va le sentir. On va moins aller l'attaquer, en quelque sorte, aussi sur certains sujets, avoir moins d'attentes. Ça va te faire diminuer la pression. Merci Alice, et merci de t'engager sur ce sujet-là.
À bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt.